On se retrouve dans Punchline sur CNews, les mesures décidées par le gouvernement pour faire stopper les violences lors des manifestations des Gilets jaunes, notamment le saccage des Champs-Élysées, l'incendie d'une banque également qui a fait 11 blessés légers. Eh bien, ces annonces faites par le Premier ministre Édouard Philippe sont-elles suffisantes? Sont-elles de nature à ramener l'ordre lors de ces manifestations du samedi? On en débat dans un instant avec mes invités, mais tout de suite, on écoute les interdictions de manifester qu'a décidé Édouard Philippe. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Et on en débat ce soir avec mes invités. David Lebars, bonsoir, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On est avec Jérémy Clément, Gilets jaunes et chef d'entreprise, bonsoir. Bonsoir. Avec nos débatteurs, Jean-Claude Dacier, Clément Vektorovitch et Karim Zerebi. On salue aussi Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice. Est-ce que ces natures, notamment ces interdictions manifestées, sont suffisantes pour vous, David Lebars? C'est l'ensemble des mesures qui sont annoncées qu'on va regarder. Alors évidemment, des interdictions de manifester, il faut déjà être clair. Il ne s'agit pas d'imaginer que les mouvements gilets jaunes ou ce qu'il y a autour vont respecter les interdictions de manifester. Le sujet, c'est pas d'imaginer que ça va être respecté, puisque par définition, depuis le début, on a affaire quand même à des mouvements qui ne sont pas déclarés ou qui ne sont pas autorisés. Donc de toute façon, sur cet aspect-là, ça ne va pas changer. Et puis il ne faut pas non plus faire croire au public qu'une interdiction de manifester, ça va être un périmètre qu'on va garder de façon sanctuarisée avec les forces de police, parce qu'on va retomber dans le travers, comme on le fait pour les palais, à garder un territoire dans lequel d'abord personne ne viendra, parce qu'ils ne vont pas être idiots non plus, ils ne vont pas venir là où il y a les forces de l'ordre. L'intérêt, c'est que s'il y a des zones interdites de manifestation, ceux qui s'y rendront tomberont sous le coup d'une infraction et ça permettra aux forces de l'ordre d'interpeller. Donc c'est c'est une des mesures annoncées par Édouard Philippe. Moi, il y en a d'autres qui m'intéressent un peu plus en tant que policier, mais voilà, il faut notamment sur l'utilisation des LBD, des lanceurs de balles de défense. Non, mais là c'est gênant parce que imaginez qu'on va résoudre la violence en tirant plus dans la foule. En tirant plus, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt d'imaginer que depuis quelques semaines, les forces de l'ordre et peut-être la haute hiérarchie a été un peu inhibée par la polémique sur les violences policières, et sans doute c'est aussi une explication sur un dispositif un peu attentiste samedi dernier, même si c'est pas forcément assumé ni déclaré. Jean-Claude Dacier, est-ce que ces mesures sont suffisantes pour vous ou pas? Je n'en sais rien. J'écoute avec intérêt Monsieur le Commissaire. Ce que j'ai vu, moi, c'est comme vous tous. Le ministre de l'Intérieur planté à côté du Premier ministre. Est-ce que cela signifie que le Premier ministre a repris la main? Il nous a annoncé également que le préfet de police de Paris était limogé. Un grand classique du genre. Un classique du genre, je ne sais pas si ce sera utile. Il y a, semble-t-il, eu néanmoins des problèmes de transmission, semble-t-il, des informations lors de cette tragique journée de samedi dernier. Je ne sais pas si le successeur du préfet de police saura mieux y faire. Là, il faudrait écouter M. Lebars, parce qu'il y a probablement des problèmes de fluidité dans la transmission des ordres, de rapidité dans la transmission des ordres, qui ont probablement manqué samedi dernier. On a tous vu, en effet, des minutes se dérouler en voyant des manifestants qui cassaient soit le Fouquet, soit autre chose, et puis les policiers tardaient un peu à intervenir. Et ça, je ne sais pas, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi. Globalement, il y a une réponse. Est-ce qu'elle est suffisamment ferme par rapport à ce que nous avons vu samedi? Votre réponse? J'en suis pas tout à fait sûr. Franchement, moi je considère que ce qui s'est passé samedi est pire que ce qu'on n'avait jamais vu. Je pense que les Gilets jaunes ont beaucoup perdu. Je pense que c'est, à mes yeux en tout cas, c'est fini de faire le distinguo entre ceux qui ont un gilet et ceux qui n'en ont pas. On a trop vu des manifestants, des uns et des autres, taper sur les policiers, taper dans les boutiques, casser les cafés ou autres. Donc je pense que les Gilets jaunes ont beaucoup perdu dans cette manifestation de samedi. Pour autant, je crains que tous les problèmes politiques ne soient pas réglés. La prestation du Premier ministre, faite un peu dans la rapidité, c'est un premier pas, je ne pense pas que ça sera le dernier. Alors, Jérémy Clément, Jean-Claude Dacier dit que vous avez beaucoup perdu samedi. Parce que tous les gens qui étaient sur les champs étaient des casseurs. Bien sûr que non, j'y étais moi, sur les Champs-Élysées. J'ai fait partie de ces gens-là qui ont protégé les boutiques, jusqu'à ce que nous-mêmes on se sente un peu en danger par rapport à tout ça. Par rapport à d'autres Gilets jaunes? Non, aucun. J'ai jamais eu de problème. Je fais partie de ces Gilets jaunes depuis le départ. Oui. Depuis le mois de novembre qui dit qu'il va falloir se structurer. Alors au départ, on a commencé sur le champ associatif. On s'est aperçu que c'était beaucoup trop léger, même si à court terme, ça va quand même régler quelques problèmes. Très rapidement, dès fin décembre, on a voulu investir et on a réussi
à investir le champ politique à travers le ralliement d'initiatives citoyennes. Ça, c'était encore quelque chose qui était fait malgré nous, parce que c'est pas comme ça qu'on a envisagé les choses. Et quand on voit le déroulement de tout ça, on se dit que de toute façon, les réponses, il va falloir investir le champ politique et pouvoir enfin apporter une vraie représentativité citoyenne issue du bas, où on n'a pas des gens de l'Assemblée nationale issus du civil, comme c'est le cas actuellement, parce que c'est le cas, il y en a 377, je crois, sauf qui sont issus du civil, mais déjà du haut. Il y a déjà une grosse réussite professionnelle et autres. Revenons sur ce qui s'est passé samedi. Vous dites que les Gilets jaunes ont beaucoup perdu, vous aussi? Bien sûr. Vous condamnez complètement... Bien sûr. Moi, j'ai eu énormément d'appels de la part de Gilets jaunes qui sont venus aux nouvelles, des citoyens aussi, parce que les Gilets jaunes, c'est avant tout des citoyens. C'est pas que la France laborieuse, c'est pas que des chômeurs, c'est pas que des feignants, c'est pas que des... Pour en côtoyer un grand nombre depuis le début du mouvement, je peux vous assurer faut être courageux. Samedi, moi, quand j'y étais, je suis allé de bonne heure parce que j'aime bien discuter avec les gens. Et si les gens ont des choses à dire, parlant politique, en tant que gilet jaune, j'aime bien qu'on puisse échanger là-dessus. Ça s'est encore super bien passé. J'ai vu encore beaucoup de nouveaux gilets jaunes qui, pour la plupart, c'était leur première manifestation. Ils ne savaient pas à quoi ils s'exposaient, ils ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Ils savaient qu'il y avait eu une demande de rassemblement, en tout cas qu'il était prévu qu'après le grand débat, pour un signe de protestation et de manifestation, il était prévu que ça se retrouve là. Maintenant, il y avait énormément de novices des manifestations qui étaient là. Oui, mais il y avait des casseurs aussi, beaucoup. Ouais. Hein. Alors, pour être présent de bonne heure, ça m'a aussi valu la peine de voir qu'on a été nassé dès 9h du matin. Donc on ne pouvait pas sortir, même en enlevant notre gilet ou notre manteau. Par contre, à 9h30, il y avait 200 ou 250 ou 300 Black Blocs qui ont pu rentrer. Donc ça, on se dit, alors nous qui ne pouvons pas sortir, c'est une chose, mais on a plusieurs centaines de Black Blocs qui peuvent rentrer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des dysfonctionnements, David Lebars, à ce niveau-là? Si on regarde le bilan de la journée, ce serait quand même un mensonge énorme de dire que ça s'est bien passé. Donc il y a eu des dysfonctionnements, évidemment, puisque quand on est sur une journée où il y a eu autant de casses, il y a forcément une part de responsabilité. Après, c'est pas non plus les forces de l'ordre qui sont les responsables de ce qui s'est passé, c'est avant tout les casseurs. Moi, ce que je voudrais préciser, je ne doute pas de votre sincérité, on s'est déjà croisé souvent sur des plateaux. Moi, les retours que j'ai du terrain, c'est effectivement, très certainement, et on les a vus, 200-300 Black Blocs, mais également du gilet jaune radicalisé. Alors je sais pas comment on va appeler ça, c'est pas monsieur, j'ai parfaitement confiance en ce qu'il dit, mais moi du retour du terrain, on a eu des groupuscules qui n'étaient pas Black Bloc, qui étaient des gens radicalisés, qui ont pris sans doute goût à la violence ou qui sont sans doute extrêmes dans leur tête. Ils sont ni politiques ni religieux, ils sont dans la dureté, ils vont au contact des forces de l'ordre. Je connais des chefs de compagnie qui ont été pris d'assaut en sandwich dans des tenailles et qui se sont retrouvés dans des situations ultra difficiles. C'est vraiment... Alors, sur le périmètre Champs-Élysées, ça a vraiment été très compliqué. Ça explique aussi sans doute des dysfonctionnements. Parce que quand on se retrouve avec une partie des manifestants, les vrais, qui se retrouvent coincés avec les casseurs, en faisant une nasse là-dessus, effectivement, il y a des dommages collatéraux. Le maintien de l'ordre, c'est jamais une science exacte. Il y a souvent des dégâts et des dommages collatéraux. Mais bon, il faut rappeler avant tout que les fautifs, c'est les casseurs, c'est ceux qui ont provoqué les images qu'on a vues. Est-ce qu'il y avait assez de forces de l'ordre déployées sur le terrain? À Paris, sur cette manifestation, il y avait une autre manifestation sur le climat qui s'est extrêmement bien passée. Est-ce qu'il y avait assez d'agents des forces de l'ordre? C'est extrêmement bien passé parce que les manifestants de la marche climat se sont bien comportés et qu'on était dans un schéma classique. On accompagne une foule d'un point A à un point B. La question du nombre de forces de l'ordre, évidemment, s'il y a plus, on fait mieux. Mais comme je le disais, souvent, il y a aussi d'autres villes en province où les manifestations sont très difficiles. Il faut donc raisonner sur le schéma national. Moi, je pense qu'on est plus sur un problème de stratégie que d'emploi des forces de l'ordre. Il y en avait un certain nombre. Effectivement, il y en a qui sont figées, cantonnées sur un périmètre sanctuarisé où elles ne peuvent pas bouger. Effectivement, on peut poser la question de la stratégie, mais pas forcément que le chiffre ou le chiffrage. Et la stratégie, elle va changer là avec le nouveau préfet de police, avec ce qu'a annoncé le Premier ministre ou pas? En tout cas, c'est ce qui a été dit par Édouard Philippe. Moi, ce que je retiens, c'est que le 8 décembre, il y avait une annonce de changement de stratégie. On avait quand même fait face au pire, alors que le 1er décembre, on n'était pas loin du chaos. Et on peut quand même regretter que samedi dernier, on ait à nouveau l'impression d'avoir reculé avec des images comme le 1er décembre, avec un dispositif qui était peut-être un peu lent en termes de réactivité. Karim Zeribi, votre avis sur ce qu'a annoncé le Premier ministre et sur la situation que décrit David Lebars? D'abord, moi, je ne veux pas réduire ce samedi à la violence, mais néanmoins, je dois faire part de ma sidération et de ma colère par rapport aux images que nous avons tous vues sur les Champs-Élysées. Sidération parce qu'on se dit qu'effectivement, après un 18e samedi, de comment ne pas être en mesure de contenir 1500 personnes, parce que je parle des casseurs, c'est ce que nous dit que le préfet Nunez et ce que nous a dit aussi de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, tout le week-end, 1500 personnes. Ça veut dire que dans notre République aujourd'hui, donc sur le plan régalien, on n'arrive pas à maîtriser 1500 personnes. C'est qu'on a un problème de doctrine. C'est comme un problème d'utilisation des forces de l'ordre. C'est pas le fonctionnaire de police qui est sur le terrain. Moi, j'ai eu des CRS au téléphone que je connais, avec lesquels je suis en contact régulièrement. Ils sont atterrés. Ça change tous les samedis.
C'est jamais les mêmes consignes, c'est jamais le même mode opératoire. Donc, les 2 tiers d'entre eux ne sont pas des spécialistes du maintien de l'ordre. Donc, le 8 décembre, on avait réussi à contenir. Il y avait eu une doctrine particulière, des équipes mobiles, donc, avec des gendarmes, avec des CRS, qui avaient d'autres fonctionnaires de police qui n'émanaient pas de ces corporations dans les petits groupes. Ils avançaient, ils allaient retirer du casseur. Ils avaient un mode opératoire clair, efficace. Pourquoi on n'a pas continué? Pourquoi on a changé derrière? Pourquoi on n'a pas utilisé le même mode opératoire? Donc sur le plan régalien, je trouve qu'il y a une faiblesse de la part du gouvernement qui me sidère. Je suis sidéré. 18e samedi. Si encore c'est le premier, c'est le deuxième, on dit on va tirer des enseignements, on ne sait pas trop où on va, on est un peu surpris. 18e samedi, on ne peut pas parler de surprise. Les casseurs, ils viennent tous les samedis. Donc ça, c'est le premier point. Et la colère, c'est, je le dis, je soutiens le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, je le dis à mes amis des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous foutez sur les Champs-Élysées? Mais c'est pas possible. Vous savez très bien que vous allez être gangréné par 1500 casseurs, 2000 casseurs. N'allez pas dans cet endroit-là. N'allez pas vous confondre. Allez marcher pour le climat. Il y avait 45 000 personnes et des Gilets jaunes qui étaient nombreux, qui étaient là. Donc allez marcher ailleurs, déclarez vos manifs, encadrez-les. Faites en sorte que le peuple de France ait toujours envie de vous soutenir sur revendications légitimes depuis le départ. Or là, vous créez la confusion. Moi, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi penser de votre mouvement. Karim, il n'y a pas de chef. C'est le problème, il n'y a pas de chef. Ils ne sont pas d'accord. C'est pas une question de chef. Mais bien sûr que c'est si. la responsabilité individuelle de chacun, ça. Ah, mais pas oui, besoin de chef. Tu as besoin d'un chef pour te dire ne va pas sur les champs parce qu'il y a des casseurs qui vont te gangréner. Quand tu as un mouvement, tu essaies de l'organiser. Tu essaies de faire en sorte qu'ils ne prennent pas les coups qu'ils ont pris samedi, comme on vient de le dire. Tu fais en sorte ou d'aller ailleurs, ou de changer ton mode opératoire. Ce que tu ne veux pas comprendre ou admettre, c'est qu'il y a planqué au sein des Gilets jaunes des gens qui ne font que de la politique. Je ne vais même pas citer son nom. Le monsieur qui conduit, en principe, la semaine un camion, qu'est-ce qu'il dit ? En gros, il approuve ce qui s'est passé samedi et il dit on se retrouve bientôt, je vais vous faire signe. Cette fois, on attaquera les ports, on attaquera les raffineries. Les raffineries. Bon, c'est ça ce à quoi sont confrontés les policiers. C'est pas uniquement les gentils gilets jaunes. Si j'ai toujours envie de croire qu'une immense majorité de gilets jaunes n'ont pas à suivre ces indications-là qui sont irresponsables, qui sont les indications pour mettre la République à genoux, pour créer le chaos. Et ça, effectivement, c'est pas le mouvement initial des gilets jaunes. Ça n'est pas celui-là. Non, on est d'accord. Je dis aux gilets jaunes, qu'est-ce que vous allez faire dans des endroits où vous savez que vous risquez d'être confondu? Jérémy Clément, samedi, est-ce que vous irez sur les Champs-Élysées? Il y aura une interdiction de manifestation. Non, mais même sans interdiction, je pense qu'il y a un moment donné où il faut montrer un peu de construction. Pour moi, on savait tous que ça allait être chaud. Ça faisait 15 jours qu'on disait ou sur les plateaux télé, ou sur les terrains, ou sur les réseaux sociaux. Si j'y suis allé, moi, c'est par esprit de solidarité, de fraternité, mais aussi pour parler avec les gens en leur expliquant ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est que d'habitude, ça commence à partir en vrille à 16h30, 17h, et que là, c'est parti en vrille dès le matin. Donc, au lieu de discuter avec 3000 ou 4000 personnes, j'ai discuté avec 200 personnes. Bon, on était tous d'accord, vous savez, quand on échange et qu'on donne l'information. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui a changé alors? D'habitude, ça part en vrille à 16h. Déjà, ça, c'est pas supportable. Vous dire, vous aviez déjà, dès le départ, des gilets jaunes qui avaient la haine. Parce qu'ils avaient déjà des idées sur tout ça, ils étaient déjà informés, contrairement à d'autres gilets jaunes. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est... Oui, mais quand je dis qu'ils avaient la haine, vous connaissez quelqu'un en colère qui agit bien, qui pense bien et qui s'informe bien? Moi, je connais pas. Moi-même, le premier, quand je me mets en colère, je dis pas les choses que je pense, je dis pas les choses que je vis, etc., etc. Maintenant, 4 mois d'ignorance, il y a de l'humiliation, il y a des répressions, alors des fois justifiées, des fois pas du tout justifiées. Je peux vous assurer que les gens ont la haine. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu samedi, c'est qu'il y a des gilets jaunes maintenant. Au-delà des manifestations, au-delà de la casse, au-delà des violences, qui sont prêts à mourir pour que ça change. Alors si on leur propose quelque chose de construit, si on leur propose quelque chose de construit, bien évidemment qu'ils laisseront la chance pour ça. Pourquoi vous n'allez pas au débat? Jérémy, vous vous rendez compte que vous utilisez le mot, vous êtes allé chercher la fraternité sur les Champs-Élysées, alors que nous savions tous. Nous avions fait une émission avant, quelques jours avant, que des Black Blocs venus de toute l'Europe allez venir pour semer la zizanie. Quelle fraternité on va chercher quand on sait qu'il y a ce contexte-là? Comment vous expliquez qu'à 9h du matin, on est déjà nassé et on ne peut pas sortir, même en enlevant le gilet, et qu'à 9h30, on est 200 ou 300 personnes qui rentrent? David Lebar, je suis désolé. Sur ces Black Blocs évoqués par Jérémy Clément, est-ce qu'on savait qu'ils venaient de toute l'Europe? Est-ce que les services de renseignement n'auraient pas pu permettre de les intercepter auparavant, avant qu'ils se retrouvent sur les Champs-Élysées? Alors, oui, on savait, tout le monde le savait.
donc il n'y a pas du tout de faille là-dessus. Ça a été annoncé, ça a même été chiffré. 2, il suffit de regarder la télé. Moi, à 9h30 du matin, sur les images télé, je les ai repérés. Donc voilà, c'est clair, on les a vus arriver par petits groupes. Donc, il n'y avait pas de consigne de les arrêter. Alors, Ça n'a pas été bon, il faut le dire. Il faut quand même rappeler que pour un policier de terrain, un CRS, un gendarme ou un policier dans un DAR, un détachement d'action rapide, on n'interpelle pas quelqu'un parce qu'il est habillé de noir et qu'il n'est pas encore passé à l'action. On n'est pas encore dans cette police prédictive, sinon on va encore dire qu'on est dans un état répressif. On va attendre la loi anti-casseurs avec le délit de dissimulation du visage pour pouvoir procéder. En revanche, ce qu'on pointe du doigt, c'est de savoir si les services de renseignement n'auraient pas pu donner des noms d'individus pour que le préfet de police prononce des arrêtés pour qu'on puisse aller chercher ces personnes. Oui, on peut imaginer ça, mais si on va chercher 5 ou 10 personnes, on ne résout pas de toute façon une nébuleuse de 1500 personnes. Et puis après, moi je réponds à monsieur parce qu'il est choqué d'une nasse dans laquelle il n'a pas pu sortir. Sur le plan opérationnel, ça c'est vraiment le sujet très compliqué. Quand on fait une nasse, c'est qu'on sait qu'on a au moins parmi la nasse, la nébuleuse. Effectivement, après, une fois qu'on a encagé tout le monde, la question, c'est très difficile de lâcher des gens parce que l'intérêt de tout le monde, c'est de se déshabiller, et de sortir et de disparaître. Donc effectivement, après, le danger, c'est quand on les a, on garde tout le monde. Il faut des consignes plus claires données aux forces de l'ordre, c'est-à-dire interpeller plus massivement. C'est ça que vous réclamez ou pas? Ou des consignes tout court? Il faut des consignes, mais il y en a toujours des consignes. Parfois dans la police, il y en a même trop. Parfois, elles sont contradictoires. Il faut des consignes claires. Il faut retenir ce qui a marché le 8 décembre. Et il ne faut pas imaginer qu'on va tout résoudre du jour au lendemain, parce qu'on est quand même à chaque fois en train de se remettre en question. Il faut des consignes claires. Il faut, dès le début d'un mouvement, aller au contact, comme on l'a fait le 8 décembre, interpeller, en contrôlant dans un premier temps les gens avec des réquisitions du parquet, et ensuite prendre les objets qui servent pour dégrader, détruire ou agresser les forces de l'ordre. Il faut aller. On avait une tronçonneuse là. Il faut de la mobilité, oui. Il faut de la mobilité, et puis surtout, il faut, et ça fait partie des annonces qui vont quand même résonner dans les oreilles des forces de l'ordre, un peu de fluidité dans la chaîne de commandement pour pas qu'on mette 10 minutes ou 15 minutes à obtenir un ordre qui tombe pas, non pas parce qu'on veut pas le donner, mais parce que c'est tellement l'urgence qu'à un moment l'urgence ça se gère avec les gens de terrain et pas toujours en haut de la tour. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Ça a été annoncé par le Premier ministre. Ce qui est sidérant dans le mode opératoire, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas opéré de la sorte alors qu'on l'avait fait par le passé. Quand ils arrivent, ces Black Blocs de l'Europe, on les voit arriver, on les voit cheminer par groupe. Ils arrivent par les gares, ils arrivent par des moyens de transport. Pourquoi on n'a pas nos équipes mobiles qui, même si on ne les interpelle pas, parce qu'effectivement il y a des règles, donc d'abord on peut les contrôler sans les interpeller, mais ensuite on peut les suivre, on peut être agile, on peut être mobile pour pouvoir passer à l'action. Là j'ai l'impression qu'on n'a pas mis en place ce mode opératoire, c'est pas ce qu'on a privilégié. Alors David Labarthe, votre réponse. Oui et non. C'est en place, mais si on prend vraiment le Black Bloc c'est une technique, c'est une guérilla urbaine. Le Black Bloc, c'est des professionnels. Ils s'habillent très vite, ils se déshabillent très vite, ils sont extrêmement pros, ils sont extrêmement dangereux aussi. Si on met des policiers pour les suivre, on se fait souvent repérer, c'est pas toujours prudent non plus, on est vraiment dans un climat délétère où ces gens-là, s'ils voient des policiers en civil les suivre, ils peuvent en 5 minutes se regrouper très nombreux et s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc la question, effectivement, ça n'a pas été fait, mais pour ça, il faut des moyens, et les moyens, c'est des moyens humains conséquents. Deuxièmement, je vous dis, ces gens-là, ils sont pas si faciles que ça à repérer. Ils n'arrivent pas quand même tout de noir vêtus avec le casque sur la tête en sortant des gares. C'est quand ils passent à l'action ou quand ils sont prêts à passer à l'action que ça se fait. Donc encore une fois, on est sur une question de rapidité, de stratégie. Quand on voit qu'il y en a tout de suite qui s'en prennent aux fourgons de gendarmerie sur les Champs-Élysées pour aller sortir les gendarmes et les mettre à terre, effectivement là, moi, à la limite, ce qui me choque, et on est aussi sur une période de violence policière où on a mis de l'inhibition dans les forces de l'ordre. Les gendarmes, ils se retrouvent agressés. On devrait avoir une police qui réagit immédiatement, qui n'a pas à réfléchir sur le fait que si on est agressé dans son fourgon, il faut immédiatement interpeller. Aucune ambiguïté là. Oui, il n'y a aucune ambiguïté. Mais vous savez, on vient de sortir de 6 semaines de violence policière. Aujourd'hui, maintenant, on est sur le débat. Est-ce que la police a agi assez vite, la gendarmerie a agi assez vite? On est dans cette espèce de cacophonie. Il y a un moment, il y aura besoin de cohésion nationale. Les policiers étaient des tortionnaires qui utilisaient le LBD à tort et à travers. Et cette semaine, on va commencer à leur dire, mais vous valez pas un clou, vous êtes incapable de vous organiser, vous n'avez pas... C'est pas le LBD le débat. Bon, oui, il faut pas réduire le débat au LBD. Si tu me permets quand le Premier ministre fait cette déclaration-là, honnêtement... La semaine dernière, c'était le débat. On va y revenir, on va y revenir. C'était peut-être pas ton débat, mais c'était le débat. De la doctrine politique. Et donc cette semaine, on reproche l'inverse, c'est-à-dire on va reprocher aux forces de l'ordre de ne pas avoir été capable d'intervenir, de protéger les commerces, etc. Je comprends qu'ils finissent par demander des comptes. Un petit mot sur ce qu'a annoncé Édouard Philippe, Clément. Évidemment, ça en gêne certains, ça c'est sûr. Non mais je vais vous répondre, Laurence, sur ce point précis. Mais d'abord, sur les LBD, sur ce qui s'est passé samedi, moi aussi j'ai trouvé évidemment les images absolument consternantes, désolantes au premier rang pour les Gilets jaunes et leurs revendications. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a dit ça,
je pense qu'il est important, devant ces images, de différencier deux choses qui, pour moi, sont quand même très différentes. Il y a d'une part la dégradation de biens, et il y a d'autre part les violences qui, en droit, sont exercées non pas à l'égard des biens, mais des personnes. Bon. Et c'est là qu'on retrouve le débat sur les LBD. Moi, le fait que les forces de l'ordre soient plus précautionneuses quant à l'emploi de leur LBD, ça ne me dérange pas. On a quand même des cas, et je ne parle pas de bavure policière, parce que les enquêtes n'ont pas abouti. Je parle à minima d'accidents. On a des cas de manifestants qui étaient clairement des manifestants pacifistes, certains même étaient des journalistes, et qui, de toute évidence, ne sont pas là pour chercher la bagarre, qui se sont pris des tirs de LBD, certains ont perdu un œil. Donc moi, qu'il y ait plus de précautions dans l'usage des LBD, ça ne me dérange pas. Et j'irais même plus loin, et au risque de choquer certains, je préfère 1000 fois voir des magasins saccagés plutôt que de voir des manifestants pacifistes perdre un œil. Parce qu'une vitrine, on peut l'indemniser. Un œil, on ne le récupère pas. Attendez, si je peux juste finir. D'autant qu'il faut rappeler aussi, les magasins en question sont assurés. Ok. Donc moi, je préfère 1000 fois voir les assurances rembourser une vitrine justification de la violence. Que non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et si vous laissez aller jusqu'au bout, juste pour ça, ils sont assurés de voir des personnes qui perdent leur œil. En revanche, la violence contre les personnes, ça c'est inacceptable. Et quand le Fouquet's revanche, donc tout le reste est acceptable. Non, mais quand le Fouquet's, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'était acceptable. Non, mais c'est le en revanche. J'ai pas dit que c'était acceptable. J'ai dit que acceptable. Simplement, la vie c'est plus important que mais tissu. Mais on commence par le Fouquet's et après c'est la vie. Il n'y a pas eu de mort. Arrêtez. Il n'y a pas eu de mort. Quand il y a eu mort, cher ami, il y a eu des morts sur les ronds-points. Il y en aura. Il n'y a pas eu de mort dans les manifestations. Il y en aura s'il n'y a pas une réponse. J'espère que vous vous trompez. Non, mais dans le contexte, moi je pense effectivement que la nuance est de la malvenue. police, C'est mon avis. Je pense que la nuance, évidemment qu'elle est malvenue. La graduation de la violence dans un contexte pareil, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand vous mettez le feu à un immeuble et qu'il y a un enfant, une dame qui a failli crever parce qu'on pense qu'on met le feu à une banque, mais il faut qu'on arrête de mettre le feu à une banque au XXIe siècle. Bon, alors attendez, on va revenir sur la nuance dans un instant. J'aimerais juste poser une question précise à David Lebar sur les LBD. Est-ce qu'il y a eu un changement de charge explosive déjà sur les 2 derniers samedis? Et est-ce qu'il y a eu des consignes données aux forces de l'ordre de moins utiliser les LBD ou de façon différente? Oui, clairement, depuis cette polémique sur l'usage du LBD, moi je peux vous affirmer qu'en ce qui concerne les policiers parisiens, alors pas les forces mobiles, CRS ou gendarmes mobiles, mais les policiers parisiens, et notamment ceux qui sont intégrés dans les DAR, ils ont eu une restriction en termes de nombre de LBD qu'ils pouvaient embarquer. On leur a également changé la munition, qui est une munition qui a une portée moins longue, ce qui fait qu'elle a une portée moins efficace. Moi non plus, je pense que c'est pas le débat de dire qu'on va résoudre ce qui s'est passé samedi dernier avec le LBD, mais ça vous montre un état d'esprit après 5-6 semaines de polémique. Moi j'ai toujours dénoncé les violences et notamment les actions de police ratées ou intentionnelles si certaines le sont. Et j'ai même regretté, je l'ai dit au ministre, que certains policiers qui ont commis des actes déplorables, parce qu'à l'image, il n'y a pas besoin non plus de milliers d'heures d'enquête pour... Il y en a qui ont fauté. Il y a eu des fautes, il faut le reconnaître, ça peut arriver, personne n'est parfait, pas plus dans les rangs des forces de l'ordre. Ça a créé aussi une polémique là où certains, parce qu'il y a beaucoup de fake news, ont imaginé que les policiers étaient protégés. Ils ne le sont pas pour autant puisque les enquêtes sont en cours, mais il faut reconnaître qu'à certains endroits, dans certaines villes, il y a des choses qui auraient dû être faites. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a eu des dommages sur des personnes, sur des civils, qu'ils soient manifestants ou pas, qu'il faut aussi se brider sur la façon de raisonner comment gérer ce type de manifestation. Et ça n'est plus des manifestations, là on a affaire à des violences urbaines graves. Il faut raisonner global. Allez, on se retrouve dans un instant, on fait une toute petite pause dans Punchline et je vous repasse la parole Clément Viktorovitch et Jérémy Clément. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline pour évoquer ces violences et notamment le saccage des Champs-Élysées ce week-end à Paris lors des manifestations des Gilets jaunes. On est avec Jean-Claude Dacier, Clément Viktorovitch, Karim Zeribi. On est aussi avec Jérémy Clément des Gilets jaunes. On accueille Yves Lefebvre, bonsoir. Secrétaire général unité SGP Police et Faux, et Sandra Buisson, Police Justice de CNews. On va regarder ces images, effectivement, à la fois celles de ce qui s'est passé sur le Fouquet's, sur les Champs-Élysées, et l'agression des forces de l'ordre en marge de cet incendie. Regardez. Il y a des mecs qui défoncent tout ça parce qu'on n'en peut plus de ce pognon de merde qui est en train de nous bouffer tous. Et ça nous atteindra. Et ça nous atteindra. Aidez-nous. On est là pourquoi? On est là parce qu'on se bat contre cet emblème de merde. Le Fouquet's, c'est l'emblème du pognon. Voilà,
des scènes où effectivement, Yves Lefebvre, on voit un de vos collègues se faire frapper à terre, et des annonces aujourd'hui du gouvernement. On va interdire de manifester sur les Champs-Élysées, sur une place à Bordeaux, à Toulouse. On vire le préfet de police de Paris, on le remplace par le préfet de la Gironde. Est-ce que tout ça était à la hauteur, encore une fois, de ce qui s'est passé samedi? Je dirais que les annonces faites de l'interdiction potentielle ou accessible de manifester sur les Champs-Élysées, sur le Capitole ou dans certaines avenues de Bordeaux, je dirais que ça ne changera absolument rien. Parce que là, la manifestation n'était pas déclarée, donc par le fait, elle était interdite. Changer le préfet de police, si on ne change pas la méthode de fonctionnement de la préfecture de police, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut que, manifestement, on parle de M. Lallemand, Philippe Lallemand, comme nouveau préfet de police. Il va être installé certainement mercredi ou jeudi, pardon, parce que le conseil ministériel a lieu mercredi, il sera pas, on ne va pas l'installer avant qu'il soit officiellement nommé. Il faut qu'on revoie simplement l'organisation du maintien de l'ordre sur Paris. Il faut que la préfecture de Paris ne soit plus un État dans l'État du ministère de l'Intérieur sur l'organisation du MO. Preuve en a été faite samedi. Le MO, c'est quoi? Le maintien de l'ordre, pardon. Le maintien de l'ordre, pardon. Les policiers. Mais le jargon policier, oui, effectivement. Non, mais simplement. Mais ça veut dire qu'en gros, le préfet de police de Paris, il répondait pas, il faisait ce qu'il voulait, il répondait pas à Christophe Castaner. On a deux dates marquantes. Nous avons eu le 1er décembre, échec cuisant du maintien de l'ordre sur Paris, où on subit l'Arc de Triomphe, on s'en souvient, les scènes abominables, John Colleague passé à tabac en bas. On a ensuite le 8 décembre, où là, on dit on va tout changer. Sur la pression des syndicats, il faut le dire, et grâce à l'écoute de Christophe Castaner et de Laurent Nunez. Il faut aussi savoir le dire de temps en temps. Où là, il a été dit, bon, maintenant on fait autre chose. On inclut dans les préparatifs, dans les préparations du maintien de l'ordre, on inclut les unités spécialisées que sont les CRS et les escadrons gendarmes mobiles. On a fait un pré-service avec des contrôles en amont, péage, gare routière, gare, bref. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Et alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ensuite, le 8 décembre, on peut considérer que la police a gagné par rapport aux casseurs. Après, c'est passé dans le temps. Et l'effet de temps passant, tout le monde a oublié. J'ai lu cet après-midi un SMS d'un éminent responsable du ministère de l'Intérieur qui m'a dit, effectivement, la hiérarchie de la préfecture de police avait perdu de vue de ce qui s'était passé le 1er décembre. Et ça, c'est profondément lamentable. Samedi, on a été lamentable. Les ordres donnés à mes collègues ont été honteux. On a subi samedi. On n'a pas donné l'image d'une police qui doit être celle de l'image de la police française. On a été sur le reculoir. Ce sont les casseurs qui ont gagné samedi à Paris. Et ça, c'est profondément inacceptable. Yves Lefebvre, quand vous dites les ordres qui ont été donnés, ils ont été donnés par qui? Par la préfecture de police de Paris. Ah, mais là, par la préfecture de police de Paris. Vous savez, on a souvent pour avoir le débat sur les DAR, mais là, en l'occurrence, les DAR, on les a pas vus. Alors qu'il y avait matière à faire travailler les DAR samedi pour justement procéder aux interpellations. Samedi, ce qu'il fallait qu'on fasse, et ce qu'il faudra qu'on fasse maintenant, et ce vers quoi on s'oriente, non pas à travers les annonces politiques. On sait bien qu'un Premier ministre, il fait des annonces politiques. Moi, de ce que j'ai lu du ministre de l'Intérieur il y a quelques instants, en venant sur ce plateau, on va être dans la réaction immédiate. C'est-à-dire que dès qu'on va voir un groupe de casseurs, et je ne confonds pas, Jérémy, les gilets jaunes et les casseurs, on sait comment on arrive à les distinguer. Tout à l'heure, David Lebars le disait bien précisément avant moi. On les voit, ils se réunissent, on intervient immédiatement, on les fait se disperser, et si on peut en appréhender, on en appréhende. Là, il faut être immédiatement dans la réaction et ne pas subir et être être dans l'action plutôt que d'être dans la réaction. Non, moi j'ai un souci avec. Oui, tout à fait. Je vous avoue que j'ai un souci avec la réponse du gouvernement qui donne le sentiment que finalement c'était le préfet de police qui gérait tout ça tous les samedis. Ouais, c'est un peu le cas. Non, mais alors si c'est le cas, c'est une faute politique. Parce qu'au 18e samedi, nous expliquer que le 8 décembre, ça a fonctionné, et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça a bien fonctionné parce que la doctrine d'utilisation des forces de l'ordre a été différente. Et après, on a oublié. Et après, ça veut dire qu'après, on ne se réunit pas avec le ministre de l'Intérieur pour préparer les samedis. Il n'y a pas de bureau de commandement avec le ministre de l'Intérieur. Mais enfin, il est où le ministre de l'Intérieur? S'il n'est pas là le samedi, il est où? Expliquez-moi. Je suis d'accord avec ça. Au bout de 4 semaines, il est où? 4 mois de manifestations tous les samedis, on a encore des dysfonctionnements au niveau du commandement. Honnêtement, je ne suis pas expert du MO, mais c'est incompréhensible. Je suis d'accord avec Clément, il y a plus. Non, mais là-dessus, le raisonnement, il est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, le Premier ministre vient nous expliquer qu'il y a eu des dysfonctionnements, c'est son propre terme, et que du coup, on va changer, prendre des décisions pour que ça se passe mieux. À partir de là, de deux choses l'une. Ou bien il y a vraiment un changement qui va être implémenté à partir d'aujourd'hui, auquel cas que ne l'ont-ils pas fait auparavant?
Ça veut dire qu'on est sur de l'incompétence qui se prolonge sur 4 mois. Ou bien, aujourd'hui, ils disent ça comme une simple annonce politique, il n'y a rien d'implémenté, et dans ce cas-là, c'est un peu inquiétant. Mais dans tous les cas, on est face à une responsabilité politique. Et limoger le préfet, moi je veux bien, il faut un fusible, fort bien, mais je rejoins exactement ce que disait Karim il y a un instant. Ça fait 4 mois maintenant. Il y a une responsabilité politique qui est naturellement engagée, et si les choses se passent mal toujours au bout de 4 mois, il y a une responsabilité à chercher aussi. Alors, attendez. Alors, elle se passe pas mal tous les samedis. Non, voilà. On peut pas laisser dire ça non plus. Non, bien sûr. Objectivement, depuis... Non, mais il y a un risque tous les samedis potentiels. Bien. Le 8 décembre, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, il y a des incidents, bien évidemment. Ensuite, dans tous les actes des Gilets jaunes, on a quelques incidents, effectivement, mais pas des scènes de guérilla, pas des scènes de mise à sac de Paris ou d'autres villes, comme on l'a vécu là. Simplement, pour connaître le système de fonctionnement, le 8 décembre, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, je me répète, les syndicats, on a l'écoute favorable de Christophe Castaner et de Laurent Nunez, et on impose la présence à la préparation des CRS et des escadrons de gendarmes mobiles. Ensuite, logiquement, le préfet de police aurait dû continuer à le faire. Mais dès lors qu'on comprendra que la préfecture de police, qui est pourtant une police étatisée depuis le milieu des années 50, a un système de fonctionnement, c'est un État dans l'État. Moi, ce que j'attends aujourd'hui de Philippe Lallemand, et Karim Zeribi le sait, vous avez été assez longtemps, assez souvent à la place Beauvau et dans des postes de responsabilité. Ça a toujours existé. Sauf que là, maintenant, Philippe Lallemand, il devrait arriver avec une feuille de route. Si Philippe Lallemand n'arrive pas avec une feuille de route bien précise, où on crée un état-major de préparation du maintien de l'ordre, des maintiens de l'ordre difficiles, on ne va pas faire pour tous les maintiens de l'ordre, des maintiens de l'ordre réputés potentiellement difficiles, en associant les spécialistes du maintien de l'ordre, ensuite un déclinaison des ordres, ça ne servira à rien d'avoir eu un fusible avec le préfet d'Elpech. La question pour moi, en fait, elle est extrêmement simple. C'est samedi dernier, les choses auraient-elles pu se passer autrement dans les limites de ce que savait le ministère, des informations qu'on avait et des forces qui étaient disponibles. Donc en gros, c'est lui qui est responsable. Si, comme le dit Yves Lefebvre, on a su faire le 8 décembre et nous aurions pu faire aussi bien samedi dernier, alors la responsabilité, elle est politique. La réalité, c'est qu'il fallait un lampiste. Arrêtons de se raconter des histoires. Il fallait un lampiste. Et les préfets sont presque là pour ça en République. Absolument. Lorsque les choses vont pas. Donc on les dégomme et on en met un autre à la place. C'est l'ancien monde, normalement. C'est totalement l'ancien monde. On ressemble à l'ancien. C'est totalement l'ancien monde. Là où j'acquiesce à ce que dit Yves Lefebvre, effectivement, pour avoir été place Beauvau, la PP a toujours été un État dans l'État, certes. Mais là, on peut plus dire que c'est du one-shot. Quand on est au 18e samedi, on ne peut pas dire à la PP, allez, je repose sur toi le maintien de l'ordre, tu t'en occupes et j'espère que tout va aller. La réalité, c'est que normalement, il y a un état-major. Et là aussi, ce qu'ont se demandé les syndicats le 8 décembre, excusez-moi Laurent Ferrari, mais ils ont demandé que le bon sens. Que les professionnels du maintien de l'ordre soient autour de la table pour piloter les opérations. Mais en fait, c'est quand même la moindre des choses. Quand vous avez 2/3 des fonctionnaires de police le samedi, qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Comment on ne peut pas se reposer sur les CRS et les gendarmes mobiles qui sont les spécialistes de ça et faire des équipes mobiles avec des pilotages dont ils sont à la tête. Comment on peut laisser des gens de la BAC et autres être sur le terrain, faire du maintien de l'ordre? Ça n'est pas leur métier. Ça n'est pas leur métier. Oui, je pense que je mettais pied dans le plat. Encore une fois, on s'attendait à ce que le samedi dernier soit très difficile. Il y avait 3 manifs. Les jeunes, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les jeunes, ils étaient dans les lycées le soir, dans les rues, au milieu d'après-midi. Le lendemain, il y avait une manifestation qui s'annonçait plutôt compliquée, on a vérifié là ce que c'était le cas, et il y avait 40, 50 000 personnes, formidable marche contre les là. Et je suis navré, mais le président de la République n'est pas là. Moi, je suis tombé à la renverse quand j'ai vu, je ne sais plus où, un site. Le président, je ne lui reproche pas de prendre des vacances, mais pas ce week-end-là. Donc je pense que... Alors il est rentré en catastrophe, tel le sauveur, mais c'était trop tard, le soir, et puis là il a envoyé son Premier ministre au front pour essayer à la va-vite de sortir quelques mesures. Politiquement, je vais vous dire, je ne sais pas quelles seront les conséquences, on verra dans les sondages, mais ça commence à devenir très compliqué. Moi je risque le pronostic que le pays ne supportera pas un nouveau samedi comme celui qu'on a vécu samedi dernier, parce que c'est l'État qui n'est plus là. Et là, physiquement, il n'était même pas à Paris. Je pense qu'il y a des choses
On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout faire. Quand on est aux plus hautes responsabilités de l'État, il y a des fois où il faut être... C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû aller dans cette station de ski. Je me permets de dire oui, en effet, c'était pas le bon week-end. Tout à l'heure, quand je parlais de colère, moi j'ai une double colère, très franchement, parce que, c'est vrai que, d'abord, la première colère, elle est chez les casseurs. Hein. Très franchement, moi, il y a une responsabilité individuelle, on ne casse pas, on ne brûle pas, on n'agresse pas. C'est pas la démocratie, ça, c'est pas la République. Ceux qui font ça ne veulent créer le chaos dans notre pays. Ce ne sont pas des manifestants dignes et légitimes qu'il faut respecter. Il faut leur rentrer dedans à cela. Et je fais la distinction, j'ai envie de la faire encore, mais je vous dis, évitez de vous confondre autant que possible. Mais derrière, ma colère, elle est aussi celle du gouvernement. La faiblesse sur le plan régalien, oui. Elle est énorme, là. Elle saute aux yeux. 18e samedi. C'est une mission régalienne, la sécurité sur la voie publique. Et là, on sent qu'on vacille, on hésite, on ne sait pas. On sait qu'il y a des black blocs qui viennent de l'étranger. On a l'information. Donc le renseignement fait son job. Mais derrière, le mode opératoire n'est pas clair. Moi, j'ai eu des fonctionnaires de police au téléphone. J'ai eu des CRS au téléphone. Les CRS au téléphone, ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Allez, un dernier mot, Karim, après Yves. J'en termine. Le côté régalien, mais là où j'ai aussi une colère, c'est sur la dimension, j'ai envie de dire, sortie du grand débat. On ne peut plus nous expliquer que la sortie du grand débat va traîner. Quand il se passe ce qui se passe dans notre pays, on a une obligation politique d'apporter une réponse aux bons gilets jaunes, à ceux qui, depuis le 17 novembre, attendent des réponses à leur souffrance sociale. On a une obligation politique. Je ne dis pas une batterie de mesures catalogue de la redoute, 2-3 mesures fortes. Karim, on dit on vous a entendu. Karim, et on va continuer. Karim, à moins que le jeu... Ni le régalien, ni les Karim, je suis d'accord avec toi, mais à moins que le jeu, j'espère que ce n'est pas le cas, que je me trompe, consiste à déconsidérer le mouvement des Gilets jaunes parce qu'on sait qu'on n'aura peut-être pas grand-chose à leur dire à la fin du grand débat. Ce serait très grave. C'est là où je voulais rebondir, justement. Pendant les 2 mois du grand débat, malgré toutes les contestations possibles dont on a pu faire part sur le grand débat, donc certains y ont adhéré, d'autres pas. Alors on nous annonce des chiffres, je suis content de ne pas avoir de la République en marche aujourd'hui, parce qu'on nous annonce 1 500 000 personnes, alors qu'en fait c'est 225 000 personnes qui ont participé. 222 000 personnes, c'est à peine 3% de l'électorat de Macron, donc à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, et je suis content de ne pas être contré au moins là-dessus, au moins j'aurais fini cette phrase. Le plus important, c'est qu'il y a vraiment des choses simples à faire, constructives, où on pourrait tous rentrer chez nous, moi le premier, et j'en serais content, plutôt que d'être obligé de se structurer en termes associatifs ou en termes politiques ou tout ce qu'on veut, et de continuer de laisser nos vies de côté, parce qu'on a quand même des responsabilités aussi à côté. Même les gilets jaunes en colère, ils reprennent le travail le lundi matin. Vous voyez, donc il y a des réponses simples qui peuvent être apportées. On est passé par tous les schémas. On a été antisémite, on est passé presque partout. La police, pareil. On a eu des désaccords, et Dieu sait qu'on en a eu. Pas nous, parce que nous, on a essayé toujours de construire l'un et l'autre. Je parle en général, je parle de la police contre les citoyens. En ce qui vous concerne, et ceux qui sont avec vous, oui, on a toujours travaillé. On a toujours essayé de faire quelque chose de constructif. Et cette liste européenne, vous la faites ou pas? Elle est faite, elle est en cours. Alors, j'ai pas vu. À mon grand désespoir, suite à samedi, on a perdu du monde. Vous voyez, on a perdu 4 personnes de la liste. 4 personnes qui nous avaient prévenus. Alors, c'est des citoyens ou gilets jaunes, peu importe, parce qu'il y a de tout sur cette liste. Mais des gens qu'on a eu du mal à convaincre pour amener... Et qui ont vu les violences et qui ont dit c'est sans moi. Voilà. Mais bien sûr. Mais on n'a pas perdu que ça. Moi, j'ai des gens dans la famille qui m'ont appelé, m'ont dit mais quand est-ce que t'en sors de ça? C'est n'importe quoi. Ça ressemble à rien. Et tatati, et tatata. Après, il y a aussi la désinformation. Il y a aussi le recueil où on va taper sur cette photo-là. C'est dommage que, autant qu'on a vu la photo des champs avec Macron au ski, ça aurait été sympa d'avoir une moitié où on voit autre chose de plus positif pour donner un équilibre dans tout ça qui va nous amener à construire. Aujourd'hui, on a un peu libre pour tout construire. C'est pas facile. Alors, Yves Lefebvre. On se posait la question tout à l'heure de la responsabilité politique, très franchement. Mais pourquoi on n'a pas fait sauter Michel Delpech avant? Parce que la question était posée, si on fait sauter Michel Delpech, enfin entendons-nous bien, c'est le gouvernement et c'est le président de la République, puisqu'il est quand même nommé par le président de la République, ne choisit pas, ne décide pas de changer. C'était tout simplement pour dire à un moment donné, on ne va peut-être pas donner raison aux casseurs en amont. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase samedi, où là on dit stop, on ne peut plus y aller. Il faut savoir que samedi, ce maintien de l'ordre a tellement été mal préparé. On sait les 2 forces mobiles pour la gestion du maintien de l'ordre, les gendarmes mobiles, les CRS. Les gendarmes mobiles sont très forts dans la gestion de maintien de l'ordre, je dirais, en face à face. Je dirais rang contre rang. Là, ce sont vraiment des grands pros. Par contre, une question de mobilité, ils sont beaucoup plus difficiles à déplacer dans l'espace que les CRS. Ils sont beaucoup moins réactifs et c'est pas leur faire un procès. Mais c'est ça, c'est la réalité. Par contre, pendant ce temps-là, la préfecture de police met quand même samedi 12 compagnies républicaines de sécurité à la gare du Triangle
plutôt que d'inverser, de mettre des essais de gendarmes mobiles, alors qu'on savait qu'on avait affaire à des Black Blocs qui allaient se disséminer sur Paris, sur les Champs-Élysées, tout autour, il fallait avoir de la réaction immédiate, on ne l'a pas eu. Les CRS, vous savez combien de grenades ils ont lancé? Ils ont tiré, samedi, 3 grenades. 3 grenades. 3 grenades. Ils n'ont pas été employés. Tout à l'heure, j'entendais, avant d'entrer sur le plateau, aussi le débat sur le lanceur de balles de défense de 40. Mais samedi, pour des unités à 60 agents engagés, des compagnies d'intervention parisiennes, 3 lanceurs de balles de défense. Parce que la préfecture de police avait la peur au ventre pour 3. Et là, il fallait donc prendre, attendre l'ordre de l'officier. Ensuite, il fallait épauler. Après, il fallait... comme dans les films. Alors, on allume la caméra, on fait un sourire à la caméra, et après, on tire. Quand on a affaire en face de nous à des assassins, parce que c'est ce qu'ils voulaient tuer, ces gens-là. Ils ont tenté de tuer ces gens-là, les Black Blocs, samedi. Et ceux qui sont devenus Black Blocs par effet sympathie. Mais il faut arrêter, C'est pour ça que la préfecture de police, certes, Michel Delpech, que je respecte, sert de fusible aujourd'hui, mais s'il n'y a pas que lui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes à changer. Parce que moi, il faut m'expliquer quand même comment le directeur de la sécurité de la police de l'agglomération parisienne, M. Dupuche, comment se fait-ce qu'il ait caché ses dards samedi, alors qu'on en avait besoin des dards samedi? Autant par moment il les a utilisés. On ne sait pas, on les a quasiment pas vus les dards. On ne les a pas vus samedi. C'est proprement, il faut poser la question. Mais moi, qu'est-ce qui se passe, que fait le premier flic de France? Alors, parce que moi, quand on m'explique, j'espère. On a hésité, on a attendu, mais à la limite. Non, mais attends, laisse-moi dire. À la limite, tu es ministre de l'Intérieur. Je suis ministre de l'Intérieur. Delpech, vous n'avez pas fait votre job. Maintenant, le commandement, c'est moi. Je suis ministre de l'Intérieur. Mettez-vous tous autour de la table. Voilà comment on va opérer. Voilà comment on va faire. Et tu suis le truc. Je comprends pas. Le ministre de l'Intérieur est où? Karim, j'ai jamais connu. Alors toi, tu as peut-être connu avec Jean-Pierre Chevènement, mais moi, j'ai jamais connu. Depuis, je suis au niveau syndical national. J'ai jamais connu un ministre de l'Intérieur qui connaisse réellement le métier de flic. Hein. C'est un politique, entendons-nous bien. C'est un politique. Donc derrière, Nunez, c'est un préfet aussi. Nunez ne connaît pas la gestion. Il ne connaît pas la gestion de maintien. Alors c'est un préfet. Il a avoué que c'était un échec. Il a avoué ce matin sur RTL. Mais Laurent Nunez c'est un échec. A ce courage. Moi, je le reconnais ici. Laurent Nunez a eu le courage de dire ce matin sur plusieurs plateaux de radio ou de plateaux TV, ce fut un échec. Il a eu le courage de le dire. Parce que dans d'autres temps, certains ministres auraient dit mais non, vous comprenez, on a essayé de bien faire. Non, là, au moins, il est courageux, Laurent Nunez. C'est un échec collectif. C'est pas que l'échec de Delpech. Tout ça est un peu inquiétant. Moi, je ne dis pas. Mais très franchement, si l'Allemand arrive demain, excuse-moi, si l'Allemand arrive demain. L'Allemand, c'est le nouveau préfet. Nouveau préfet de police, Philippe l'Allemand, je crois. Ou Didier l'Allemand, pardon. Qui arrive de Bordeaux. S'il arrive demain, ce nouveau préfet de police, s'il arrive en disant, à nouveau, en imposant le système que Paris est un État en matière de la gestion du maintien de l'ordre, eh bien, on repartira sur les mêmes bases et on aura le même échec. Il n'aurait peut-être pas été choisi pour penser ça. J'espère que le choix fut le bon. Sandra Buisson, c'est un choix s'il n'est pas encore choisi. Qui était. C'est quelqu'un qui a déjà eu à faire face au mouvement des Gilets jaunes puisqu'il était préfet. À Bordeaux. Chaud à Bordeaux. On peut estimer qu'il a été choisi pour certaines caractéristiques qu'on découvrira. Alors, on a en ligne Loïc Prudhomme de la France Insoumise. Bonsoir, Monsieur Prudhomme. Vous avez eu déjà, des différends avec Didier Lallemand, qui sera le nouveau préfet de police de Paris? Oui, j'ai eu quelques différences sur sa façon de gérer le maintien de l'ordre qui, à Bordeaux, a été mis en cause pas par un climat particulier ou la géographie, mais parce que depuis 18 semaines, on est dans une escalade de violence et que le préfet a provoqué avec des réponses disproportionnées et on en arrive à un chaos qui est aujourd'hui aussi généralisé dans le pays, mais particulièrement à Bordeaux. Et je suis inquiet sur le fait dont ça va être transposé bientôt dans la capitale. On voit un préfet qui nous annonce semaine après semaine ici à Bordeaux qu'il arrête les casseurs et qu'il s'en félicite, mais pour autant, samedi dernier encore, on a vu 2 personnes casser une banque sans qu'il y ait la moindre intervention de la police. Et comme souvent, en fin de cortège, des manifestants, personnes âgées, familles qui ont été chargées, gazées, sans sommation, sans raison sur les quais de Bordeaux. Donc moi je suis inquiet d'une part par cette nomination qui est pour moi un signal d'un durcissement et d'une réponse purement autoritaire du Premier ministre. Et puis je suis inquiet parce qu'il n'y a aucune réponse politique de ce gouvernement.
à des revendications légitimes qui s'expriment depuis 18 semaines. Et le seul effet que l'on voit et la seule efficacité de ce gouvernement, c'est aggraver le chaos dans le pays, semaine après semaine, et être incapable d'apporter une réponse qui serait à même d'arrêter ce mouvement en accédant aux revendications. Merci beaucoup d'avoir réagi en direct sur CNews, Loïc Prudhomme. Clément Viktorovitch, un tout petit mot avant le journal. Je voulais juste revenir rapidement sur les LBD, parce que là, moi, je vous confesse que je ne comprends plus. Ça fait des semaines et des semaines que des lanceurs d'alerte attirent l'attention sur la dangerosité de cette arme. Plus de 13 000 tirs, je crois, avec des chiffres qui sont maintenant connus. 85% des tirs qui n'ont pas été effectués par des spécialistes du maintien de l'ordre, et des accidents dramatiques, incluant des journalistes et des manifestants pacifiques. Bon, ça c'est une chose. Et là, samedi, on est dans une situation où il y a mise en danger de la vie d'autrui, le fouquet qui brûle, les forces de l'ordre qui sont chargées. C'est-à-dire, je vais juste finir, c'est-à-dire une situation dans laquelle il y a de grands dangers, et j'apprends qu'il n'y a que 3 tirs de LBD alors qu'on est précisément dans la situation où cette arme a l'air nécessaire. Mais deux, non mais il a raison. Yves Lefebvre a dit que le LBD a été très peu utilisé. Le LBD était très peu utilisé, c'est la trouille au ventre. Et avec des mauvaises cartouches. Dans quel monde? Ok, un dernier mot, Jérémy Clément. Avec des mauvaises cartouches. Rapidement. La réponse, elle peut être très facile. Il suffit que nous, les Gilets jaunes, qui nous sommes engagés dans le monde politique, on ait l'occasion de pouvoir informer de toutes nos démarches, des chartes qu'on est en train de préparer, de la représentativité qu'on attend de nos élus, qu'on sait qu'on n'aura pas. De la même manière qu'on sait qu'on n'aura pas des revendications fortes. On aura encore, passez-moi l'expression, du pipi de chat, comme les 10 milliards qui ont été pris sur le budget de l'État, qui en fait sont 4,8 milliards. C'est pas le reste, il y a des baisses des cotisations et autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ont déjà été mises sur la table pour régler tout ça, et qu'on a vraiment l'impression que le gouvernement cherche à pourrir tout ça. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour récupérer du soutien populaire, mais en tout cas, ils ont le pouvoir d'arrêter ça. Il suffit juste de répondre à certaines mesures. On reprend ce débat dans un instant. Tout de suite, c'est le journal avec Patrice Boisfer sur CNews.